Donc, il y a une période maintenant importante, c'est-à-dire que si vous avez mémorisé ou si vous avez des questions qui vous viennent maintenant, ou vous avez écrit, nos deux intervenantes sont complètement à disposition pour y répondre, ou en tout cas pour tenter d'y répondre. Alors, je ne sais pas qui dans la salle va pouvoir porter. Il y a il y a des micros à disposition. Merci, Madame de Chulot. Donc, n'hésitez pas, profitez-en, c'est le moment, et on est bien dans le jeu, donc toutes les questions sont intéressantes. Ah, et au milieu, il y a une personne qui... Merci. Bonjour et merci pour l'ensemble des intervenants et surtout de la clarté des interventions, puisque lorsque l'on parle du cerveau, on sait que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Moi, je voudrais peut-être la question ou l'interrogation que je peux avoir, et du coup j'attends peut-être des réponses de votre côté, c'est que vous avez peu ou pas parlé de ce qu'on appelle des éléments traumatiques en ce qui concerne effectivement la mémoire. En fait, les chercheurs, en sciences sociales ou autres, se sont rendus compte, et on le voit aussi tous les jours, que certaines personnes ont en eux une mémoire, mais seulement elle était altérée par un traumatisme, notamment lorsqu'il intervient de façon précoce. Ça veut dire que ce souvenir, il est là, mais il est enfoui. Il est en quelque sorte inhibé. Donc je voulais peut-être avoir des éléments, et puisque j'ai le micro, je vais essayer d'en poser une deuxième en termes de réflexion. Olivier Houdet, qui, comme vous le savez, est un grand spécialiste du cerveau et de son fonctionnement, y compris sur le plan clinique, mais aussi sur le plan des, comment dirais-je, de l'aspect technique, avec maintenant les lectures de IRM, etc., dans les apprentissages, puisque là je fais écho à ce que vous disiez tout à l'heure, lui définissait une chose qui était importante en termes d'inhibition. Je reprends ces mots, c'est-à-dire qu'il disait qu'effectivement, pour passer d'un apprentissage à un autre, et on le voit par les langues, il est nécessaire pour tout individu de savoir inhiber l'apprentissage que l'on vient de faire pour reprendre un autre apprentissage. Je voulais avoir votre avis sur cette question. Merci beaucoup. Donc il y a bien deux questions. Hein. On va essayer de on va essayer de se compléter. Mémoire traumatique, effectivement, ça laisse une trace très très importante dans notre mémoire, dans notre cerveau. En fait, c'est comme si la personne, elle était, je vais prendre un exemple, elle va être éventrée. C'est-à-dire que pour continuer d'être dans le côté vie, notre cerveau, il va le cloisonner et il va le mettre dans un côté. Et souvent, en tout cas aujourd'hui, tout ce qui est psychotrauma, c'est en voie de développement et il y a de plus en plus d'unités qui interviennent dans ce cadre-là parce que c'est une clinique bien spécifique avec une prise en soin bien spécifique. Et en fait, notre cerveau, là, il veut nous protéger. C'est pour ça que le souvenir n'est pas directement accessible parce que sinon, ça ferait un effondrement de la personne. Très bien, oui, c'est ça. Alors sur le traumatisme, moi je vais parler des douleurs. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, l'aspect tactile. On sait que les douloureux chroniques ont un vécu difficile, donc c'est quand même probablement un équivalent de traumatisme, et que du coup leur seuil de tolérance entre le seuil tactile et le seuil douloureux est beaucoup plus limité qu'une personne qui n'aurait pas eu des douleurs. Voilà, sans aller plus loin. Mais peut-être qu'il y a une histoire effectivement de traumatisme là-dessous aussi. Voilà. Et pour parler de Houdet, j'ai lu le bouquin que vous avez évoqué aussi. Effectivement, il écrit très bien sur le fait qu'un jeune enfant a plein de connaissances et qu'il faut qu'il d'abord expérimente, qu'il fasse des échecs pour ensuite les réintégrer. Et si vous voulez, vous pouvez lire aussi Mathematica de David Bessis. Je ne sais pas si vous l'avez lu, j'imagine, peut-être. Qui parle aussi d'une histoire assez amusante. Donc c'est un jeune mathématicien, je crois, qui laisse libre son enfant et l'enfant devient une sorte de petit loup sauvage avec plein de connaissances.
Voilà. Et donc, effectivement, on peut avoir des tonnes de connaissances, mais pour pouvoir les utiliser, il faut les organiser, il faut que ce soit cohérent, organisé, planifié. Et c'est là où peut-être l'humain est peut-être un petit peu abouti, c'est qu'il sait planifier, il a développé son lobe frontal pour pouvoir planifier les choses. Donc je pense que ça rejoint un petit peu tout ce que vous disiez. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Oui, Madame Détailleur, vous avez parlé tout à l'heure de jeter ou non des données à la poubelle. Et j'aurais souhaité savoir si ces poubelles, on pouvait les réouvrir si, involontairement ou volontairement, on les avait utilisées. Déjà, ça dépend des informations. Ça dépend surtout si on en a besoin dans la vie de tous les jours. Et ça dépend aussi de comment c'était chargé émotionnellement. C'est-à-dire que si un souvenir était très important pour nous, à un moment donné, mais qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées et qui ont pris davantage de place, il y a ce côté émotionnel qui reste. Donc, il y a une possibilité qu'à un moment, ça ressurgisse. Après, si c'est une information banale, anodine, et que j'avais besoin que de savoir que ce soir, il faut que je sorte le rôti du four, ça ne reviendra pas. Et puis une deuxième et dernière question pour vous encore. J'aimerais savoir si l'hypermnésie se soigne et si ça peut engendrer des problèmes au quotidien. Moi, j'ai pas de connaissances là. J'ai pas de connaissances là, je vois le docteur. Votre docteur plutôt, oui. Alors pour le docteur, bon, alors je ne suis pas psychiatre ni psychologue, donc je ne répondrai pas à la question, mais je pense que ce que disait ma collègue, c'est que le cerveau est plastique. Si on lui répète tous les jours que ça ne va pas, ça ne peut pas trop aller. Par contre, si on lui répète tous les jours que tout est beau et que ça va bien, donc c'est y mettre de la couleur aussi, eh ben ça va bien, voilà. Ou ça va mieux, disons. On peut peut-être améliorer les choses. Alors après, c'est vrai que dans des grands traumatismes, l'amélioration, elle n'est pas flagrante et pas toujours visible, mais c'est peut-être par là qu'on peut améliorer les choses aussi. Merci. J'ai une question, moi. Qu'est-ce que vous pensez, comment va évoluer, enfin, quelles vont être les conséquences de la société actuelle sur l'évolution de notre mémoire? Parce qu'aujourd'hui, on mémorise moins de choses. Il y a Internet, il y a mon ami Google, il y a tout ce qu'on veut. Les enfants, je pense, mémorisent bien moins de choses ou ne travaillent pas leur mémoire de la même manière. Donc, est-ce que ça va avoir une répercussion sur notre cerveau et nos modes d'apprentissage, enfin un peu tout? Alors ça, il faudrait avoir un professeur des écoles ou quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'éducation pour nous décrire clairement ce qui se passe. Mais de ce qu'on voit, c'est vrai que les jeunes utilisent plusieurs systèmes en même temps et fonctionnent sur plusieurs actions en même temps. Ce qui fait que leur attention, c'est une attention divisée. Alors que nous, on a appris, les plus âgés ont appris à avoir une attention conjointe sur ce qu'on fait exactement aujourd'hui. Et peut-être que là, on va avoir des difficultés. Et après, la deuxième chose, c'est l'informatique et l'Internet et ChatGPT. Alors là, par contre, on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Par exemple, moi, ma génération, on a utilisé les calculatrices très, très rapidement. Et en fait, il faudrait faire effectivement une étude un peu longitudinale pour pouvoir voir les répercussions, etc. En tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est qu'en fait, on a mis en place déjà les méthodes de compensation, c'est-à-dire tout ce qui est agenda, tout ce qui est je rentre les numéros dans mon téléphone, l'agenda, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, les bloc-notes, c'est-à-dire j'ai des tâches à faire, les fameuses to-do list. Donc en fait, on se décharge déjà au quotidien et on compense cette mémoire qu'on n'utilise plus de la même manière. Quand j'arrive à un stop, je suis obligé de prendre une décision rapidement pour démarrer.
Et il y a 15 ans exactement, j'ai appris que le test de Lampant, enfin, non, on appelait ça le test de Lampant, mais enfin c'est l'exercice de Lampant. C'est-à-dire que je vais imaginer deux chiffres à gauche, 21 et puis 54 par exemple, qui vont devenir 12 et 45. J'arrive à le faire jusqu'à 3 chiffres, mais je ne vais pas vous faire l'exercice ici, je vais peut-être me tromper. Mais je vous jure que ça améliore la prise de décision rapide au stop et aux intersections. Pas de questions. Il n'y avait pas de question dans votre expression, c'est ça? C'était une remarque? Parce qu'on n'entend pas trop souvent parler, on n'entend pratiquement jamais parler de test de l'enfant, enfin l'exercice de l'enfant. Hein. Oui, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi, je le fais en pratique courante dans les consultations. Et je fais aussi des consultations d'oncogériatrie, donc c'est un peu plus... voilà. Et dans ces consultations d'oncogériatrie, je le fais parce que souvent les patients ont des morphiniques ou d'autres médicaments ou même un état d'anxiété, on peut le dire, à ce moment-là, qui fait que c'est important de savoir en quelle capacité attentionnelle ils sont et s'ils ont des grandes capacités attentionnelles. Après, on voit bien, par exemple, dans certaines populations, de personnes sur le plan social professionnel, les secrétaires par exemple, elles arrivent à retenir 9 en pan en droit sans aucune difficulté. Voilà. Alors que peut-être d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de multitâche vont en retenir que 3, 4, voire 5, 6 maximum. Voilà. Donc c'est vrai que cet exercice, il est intéressant parce qu'il nous donne une idée sur les capacités d'encodage et les capacités en mémoire de travail. Qu'est-ce que je vais savoir retenir et restituer dans un sens inverse. Donc c'est vrai que ça, c'est un test assez intéressant. Il y a beaucoup de produits... Il y a beaucoup de produits qui se vendent comme des suppléments pour améliorer la mémoire. Est-ce que c'est valable ou pas, ces produits? Les produits phyto, Oui, les plantes, les choses comme ça? Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Ouais. Il y a un commerce à ce sujet-là, notamment aux États-Unis. Il y a beaucoup de produits, soi-disant pour améliorer la mémoire. Mais est-ce que vraiment ça y fait? Alors là, je vais mettre ma casquette médecin. En médecine, on essaye de faire les choses sur des fondements scientifiques. Et la difficulté, c'est que tous ces produits ont souvent assez peu d'études qui prouvent les choses. Après, comme je vous disais, le test MMS, c'est un test qui a une sensibilité de 70%. Pour qu'il soit significatif, il lui faudrait une sensibilité de 95%. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le test MMS, comme je vous avais montré tout à l'heure, comme un test de valeur sûre, j'ai un problème de mémoire ou j'ai pas de problème de mémoire. Mais on sait aussi que si le test MMS est à 10 sur 30 et qu'on n'a pas de trouble attentionnel ou qu'on n'a pas de confusion, eh bien à ce moment-là, on peut dire quand même que la sensibilité, elle est nettement supérieure et elle peut être de l'ordre de 95%. Et alors on peut dire, bon, il y a quand même une forte suspicion qu'il y a quand même un problème de mémoire sous-jacent. D'accord ? Donc tout ça, c'est à mettre en rapport. Et pour les médicaments, c'est pareil. Les produits phyto, est-ce qu'ils ont une efficacité ? Peut-être bien, peut-être pas. Après, on sait qu'il y a dans un médicament 20% du médicament qui est en effet placebo. Alors, est-ce qu'on est dans l'effet placebo ou est-ce qu'on est dans l'effet thérapeutique ? Ça, voilà, je ne pourrais pas répondre. On sait qu'il y a quand même une avancée thérapeutique qui est importante, c'est qu'il y a un médicament qui est un anti-amyloïde, qui est commercialisé aux États-Unis, au Japon et puis en Europe, qui diminue les plaques, les dépôts dans le cerveau d'amylose, enfin d'amyloïde, pardon, de peptides bêta-amyloïdes, et qui améliore les scores au MMS. Voilà. Alors ça, c'est quand même un test qui a été, enfin un traitement qui a été étudié et pour lequel il y a des preuves.
Bon, après, il y a des complications avec ces médicaments-là. Donc, mais il y a quand même quelques preuves qui sont intéressantes sur ce médicament qui n'est pas une phytothérapie, hein, c'est une immunothérapie. Voilà. Et moi, je compléterais même en disant que la phyto, il y a un petit peu un effet à la mode aujourd'hui, ça se développe, etc. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que si déjà vous avez un traitement, ça peut avoir une interaction. Soit ça peut annuler certains effets, soit ça peut les accentuer, etc. Donc il faut faire attention à ça. Et deuxièmement, le meilleur bénéfique possible, ça va être l'hygiène de vie en fait. Bien manger, bien dormir, bouger, etc. pour maximiser ses chances en fait. Je vais juste rajouter quelque chose. Donc si on revient sur la thématique du jour qui est la stimulation sensorielle, alors par contre si je vous parle d'un champ de lavande en Provence, tout de suite, le phyto, c'est intéressant. Mais bon, pas de la même manière. Alors moi, j'ai une question pratico-pratique. Oui. Vous avez dit qu'on pouvait apprendre à tout âge. Et moi, personnellement, je me suis remis au cours d'anglais, ça fait une dizaine d'années. Alors, je constate qu'il y a des choses que j'apprends très vite. Et d'autres, j'arrive pas. Notamment certains verbes irréguliers, j'arrive pas à les mémoriser. Alors, pourquoi je fais une fixation là-dessus et que le restant, ça va, quoi. Est-ce que vous prenez du plaisir à apprendre ces verbes irréguliers? Tout à fait. Ah, Tout à fait. c'est pas ça du coup. Ah, ça peut être c'est bien. Il faudrait les chanter. Alors, j'ai beau les écrire, avoir des moyens mémotechniques, de couleurs et tout, les post-it, je n'y arrive pas. Ouais. Il y en a que ça ne veut pas, c'est impossible. Il faut apporter le côté ludique, effectivement, ouais. Ouais. Oui. Tout à fait. En fait, depuis tout à l'heure, on parlait de stratégies pour apprendre. Et en fait, ces stratégies, elles sont souvent utilisées par les orthophonistes, par exemple, chez des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Et ce sont effectivement des stratégies qui viennent accompagner des troubles de dyslexie, des troubles de dysorthographie ou des troubles de dyscalculie. Et c'est toutes ces méthodes de stratégie qui font effectivement que ces enfants peuvent apprendre et mémoriser. Voilà, donc on est vraiment dans des sujets qui vont de la plus petite enfance à effectivement au vieillissement et aux troubles du vieillissement. Non, moi j'aurais une question. C'est par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, notamment en termes de surmenage, en termes d'actualité et de suractualité qui passe sans cesse à la télévision. Et comme aujourd'hui on s'adresse quand même à un public, voilà, les réseaux sociaux aussi, mais on s'adresse quand même à un public retraité qui très souvent voilà, peut rester à la maison et allumer très souvent le poste de télévision. Et quand j'ai pu entendre ce que j'ai entendu par rapport aux différentes stratégies pour essayer de mémoriser, c'est la reconnexion et avoir donné l'envie de se reconnecter à la nature, de mettre le pouvoir de l'intention pour pouvoir justement éviter les problématiques de troubles de mémoire. C'est plutôt ce que je retiendrai de ce que j'ai pu entendre. Effectivement, dans le quotidien, on a plein de choses à penser et on est souvent beaucoup dans le futur, c'est-à-dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et en un temps très limité. On n'a pas beaucoup de cases pour décompresser ou pour prendre soin de soi, parfois. Et donc, du coup, là, c'est de pouvoir se dire, aujourd'hui, je prends 5 minutes pour moi et même, je fais rien, en fait. C'est de pouvoir se reconnecter au présent et de pouvoir, entre guillemets, ralentir un peu ce processus-là. Parfois, on va se dire, faut prendre un temps conséquent, une demi-heure chaque jour, etc. Il y a des gens, ils vont réussir à le mettre en place, d'autres, beaucoup moins. C'est-à-dire que ça ne va pas être une habitude en soi, donc il va falloir de l'énergie pour le mettre en place. Donc des fois, à partir de 5-10 minutes par jour, je prends soin de moi. Ça permet aussi un petit peu de prendre du recul et puis de se ressourcer, de soulager un peu aussi au niveau anxiété du quotidien.
Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle les petits bonheurs du quotidien. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, on fait parfois rien de fou, mais parfois il y a des toutes petites choses qui nous permettent de supporter tout le reste. Type, il y en a, ça va être de regarder un beau paysage, écouter une musique, regarder la télé, une série. Il y en a d'autres, ça va être d'aller marcher, d'aller se balader en forêt, etc. Et en fait, ces choses-là vont vous permettre aussi d'avoir de l'énergie et de pouvoir avoir ce côté un peu shot de bonne humeur, quoi, et bonheur. Oui, c'est très mignon ce que vous dites. C'est exactement ça. Moi, ça me rappelle un souvenir, je vais vous livrer un petit souvenir personnel. Je suis allée avec mes enfants au musée d'Orsay à Paris. Je pensais y rester 1 heure max en me disant, bon, si j'arrive à les faire en attention pendant 1 heure, ce sera pas mal. J'étais avec un fils de 13 ans et une fille de 19 ans qui fait des études d'art, donc elle a été intéressée. Et on a commencé notre visite tranquillement, tout ça. Puis à un moment, j'ai senti que c'était difficile. Et là, j'ai commencé avec mon fils de 14 ans à jouer. On s'est mis en scène, on a commencé à lire sur les murs, on se moquait de ce qui était écrit, on rigolait sur les peintures qui étaient présentées. Et on a passé 4h30 au musée d'Orsay sans aucune impression d'ennui et de difficulté. Voilà. Donc il faut jouer, effectivement, et s'évader et profiter de tous ces petits moments. Donc là, l'art, pour revenir à l'art nous apporte ça parce que c'est vraiment des moments où on n'est pas censé faire quelque chose. L'art n'a de bienfait que pour ce qu'il est exactement. Et donc, en fait, c'est un moment d'évasion. Et c'est là où on construit du plaisir, du bonheur, de la bonne humeur et de la mémoire. Juste, je pose ma casquette, Monsieur Loyal, 2 secondes. On reste dans le jeu et dans le sensoriel. Pour les personnes d'un certain âge, on va dire, qui ont été habituées à jouer avec des jeux de plateau, avec des jeux de cartes, que penser de ces jeux par l'informatique qui commencent à rentrer dans certains EHPAD ou résidences autonomie, et quel intérêt on peut avoir à ces jeux-là, quel que soit l'âge, et notamment peut-être pour les gens qui n'ont plus la capacité justement à jouer à certains jeux de plateau et qui pourraient trouver dans ces jeux à la fois du lien, mais aussi une capacité à travailler leur mémoire. Votre avis Alors, mon avis, c'est que sur la planification, sur l'anticipation, c'est très bien. Il manque peut-être tout le côté social. Par exemple, dans le bridge, il y a quand même, j'interagis avec mon interlocuteur et on va essayer d'évincer la missive qu'on est en train de nous faire. Bon, ça, dans le jeu ordinateur, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins cette facilité. Donc, je pense que ça a du bien, mais peut-être ne pas se concentrer que sur l'informatique. Au niveau des EHPAD, il y a une table interactive où on peut justement faire bouger des balles, etc., de manière numérique. Et là, l'intérêt, c'est plus le côté un peu collaboratif. C'est-à-dire qu'on est tous autour de la table. Et donc, moi, je vais bouger ma balle jusque-là. Et donc, je vais faire passer à la voisine qui va faire passer. Et donc là, on peut avoir ce côté effectivement ludique et social, ouais, qui est hyper important, même au niveau du moral, au niveau de bien se sentir. On a besoin de lien social. Merci. D'autres questions ? Juste devant, madame. Oui. Attendez, un micro va arriver pour que tout le monde puisse profiter de votre question. Ça m'intéresse beaucoup, merci. Oui, voilà, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, jeune, j'ai beaucoup joué avec mon grand-père, surtout aux jeux plateau. Et j'adorais ça, c'était nos moments privilégiés. Et il se trouve que je suis seule depuis 5 ans et que ça me manquait énormément. Et depuis peu, j'ai rejoint une association où on peut jouer aux jeux de cartes. Et comme vous disiez d'ailleurs, c'est un professeur qui gère ça et puis il aime bien. Et du coup, j'ai appris des jeux différents que je ne connaissais même pas. Et du coup, on a créé une dynamique, puisqu'il se trouve qu'on a un certain nombre, on a 7 ou 8, une dynamique entre nous qui fait qu'on a vécu des moments particuliers, avec des rires, parce que moi, ça m'a donné beaucoup de... C'est revenu, si vous voulez, la jeunesse est revenue grâce à tout ça. Et c'est quelque chose, comme vous disiez, la joie de vivre, là, qu'on retrouve, c'est magique. C'est-à-dire que ces moments-là, pour moi, c'était hors du temps, presque. En me disant, j'y vais de 14h à 17h30, ponctué par un café, un petit goûter entre deux, avec des gens que j'appréciais, évidemment. Mais pour moi, c'est des moments de bonheur
que j'ai cultivé et que j'ai bien l'intention de pouvoir continuer. J'avais d'autres choses à dire par rapport à tout ce qui a été dit. Déjà que personnellement, quand j'oublie quelque chose, je cherche un nom, je cherche une information, je suis quand même quelqu'un d'un peu anxieux. Je suis assez anxieuse et ce que je fais maintenant, je me dis, tu vas prendre un peu de recul et attends. Ton cerveau va peut-être te rendre l'information. Et quand je fonctionne comme ça, parfois, je ne dis pas que ça marche toujours, mais l'information revient. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé, justement parce que je ne vais pas chercher à tout prix. Parce qu'actuellement, j'ai déménagé, donc je ne vous dis pas, quand je recherche quelque chose, combien c'est compliqué, et j'ai tendance à me dire, je ne sais pas où j'ai mis ça, je ne sais pas. Bon, un déménagement qui a été très, très, très rapide, mais en même temps très fort, avec beaucoup de meubles, beaucoup d'affaires, etc. Donc il y a cet aspect-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand je me dis... Et oui, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que des fois, sur une situation, comme disait madame, sur certaines situations, on a tendance à se projeter d'une certaine manière en disant, moi j'ai tendance même des fois à être négative, en me disant, non, ça ne va pas aller, etc. Et quand je fonctionne comme ça, je me rends compte des fois plus tard que j'avais tort parce que ça ne se passe pas du tout comme moi je l'avais projeté, imaginé. Donc par rapport à ce que vous dites, pour le cerveau, c'est extrêmement important de ne pas trop se projeter, c'est ce que j'ai trop souvent tendance à faire. Et j'avais une dernière chose à signaler, enfin moi c'est personnel ce qui m'arrive, j'ai été sujette à de la sidération. C'est quelque chose de très particulier que tout le monde ne comprend pas, je pense que les médecins bien sûr savent ce que c'est, mais l'expliquer c'est pas évident, et ça m'est donc arrivé dans mon enfance, et c'est revenu à l'âge adulte récemment. Et je ne pensais pas que je pouvais malheureusement revivre cette sidération, la même que j'ai vécue quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose qui, par contre, qui est très difficile à vivre. Dans la mesure où moi, je ne comprends pas qu'adulte, je puisse revenir à un état qui correspond plus à un trauma de l'enfance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc ça, je voulais vous demander ce que vous en pensez. Ce qu'on sait au niveau du trauma, c'est que souvent, quand il y a des choses qui nous marquent, ça nous réactive les autres antérieurs. Et après, ce qu'on sait aussi, c'est que notre cerveau, il a une manière de fonctionner et que du coup, si face à un événement traumatique, il a fonctionné comme ça à un premier moment et que ça vous a permis de rester dans le côté vie, oui. Et ben en fait, il va remettre en place la même stratégie. Soit stratégie d'adaptation, soit mécanisme de défense, ça dépend après des écoles. D'accord. Oui, parce que c'est assez... oui, c'est le cas de le dire, c'est particulier, c'est pas facile de le faire comprendre même à d'autres personnes, parce qu'on le vit, mais c'est particulier, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je peux peut-être rajouter quelque chose. Il y a pas mal d'études sur justement la stimulation, le trauma et le ressenti. Sur les animaux et aussi sur des environnements. Je crois qu'il y a une étude qui a été sortie sur des environnements sonores et comment on réagit aux environnements sonores en fonction des stimuli. C'est assez intéressant. Bon, ça c'est des publications scientifiques, mais c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses là-dessus. D'accord. Oui. Allez-y. Oui, vous n'avez pas pu répondre parce que vous disiez que vous n'étiez pas psychiatre, mais je ne vois pas en quoi l'hypermnésie pourrait être un problème. Justement, c'est pour ça que je ne réponds pas, parce que je ne sais pas dire ce que ça peut être ou ne pas être. Je ne vais pas répondre à cette question-là. Moi, j'avoue que oui, et peut-être que ce n'est pas un problème, effectivement. Et d'ailleurs, où est-ce qu'est la limite entre entre guillemets normal et le pathologique? Je vais reprendre l'exemple de la douleur, parce que ça, tout le monde a vécu la douleur. La stimulation, elle est tactile agréable jusqu'à ce qu'elle est tactile désagréable. Quand est-ce que c'est pathologique? Quand on est obligé d'avoir recours à un système médical pour essayer de s'aider. Je pense que c'est ça. Alors l'hypermnésie, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais peut-être que c'est ça, en fait. Quand est-ce qu'on va considérer que c'est quelque chose de pathologique ou pas? J'en sais rien. En fait, on préfère ne pas répondre parce que c'est une clinique bien particulière avec des apports bien particuliers. Et puis là, ça dépasse nos champs de compétences, en fait. Et puis après, effectivement, entre normal et pathologique, en fait, on ne va pas vivre la même chose de la même manière
même si on a les mêmes problèmes ou les mêmes pathologies ou même le même mode de fonctionnement en fait. Il y a des gens, par exemple, le stress, ils vont le vivre de manière très négative et ça va même les paralyser, ils seront incapables de dire un mot, et d'autres personnes, ils vont utiliser le stress comme un boost et du coup, ils vont donner le meilleur d'eux. C'est pour ça qu'on préfère ne pas dire des choses qu'on ne connaît pas en fait, ou en tout cas qui nous dépassent. Là, c'est quelque chose de bien trop précis, malheureusement. Autre question? Je voulais juste, alors c'est pas vraiment une question, mais juste dire qu'on est une importante délégation de France Alzheimer 18 et que nous sommes particulièrement intéressés, bien entendu, par le sujet du colloque, puisque la mémoire et la perte de la mémoire est au cœur de nos préoccupations. Et je voulais dire aussi, pour rebondir avec ce que vous avez dit sur l'art, que nous avons mis en place des ateliers d'art-thérapie, justement, des musicothérapies pour les personnes malades, et qu'ils apprécient en général beaucoup. Ils en demandent, oui, ma voisine. Et la troisième chose que je voulais dire, que la mémoire, moi je trouve que c'est extraordinaire, à titre personnel. Non que j'ai une mémoire particulière, mais j'ai déjà constaté dans ma vie que parfois vous avez un petit élément que vous avez oublié, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, un rendez-vous que vous avez lu à un moment, que vous n'avez pas noté, etc., et vous croyez que c'est parti. Et juste au moment où la veille ou le matin, ça ressort de votre mémoire. Et c'est quand même mystérieux, parce que vous l'avez enregistré sans trop le savoir, et je ne sais pas comment ça circule pour apparaître juste au moment où vous en avez besoin. Donc je trouve que c'est quelque chose de miraculeux. Et c'est là qu'on se dit que le corps humain est bien fait quand même, hein. Mais en tout cas, merci pour toutes les associations qui sont là, et puis toutes les personnes d'ailleurs qui sont là. Merci beaucoup à vous d'être là.